Pourquoi vous êtes fatigué? Ce n'est pas ce que vous croyez. Introduction, le poids invisible. Il y a une fatigue qui ne se dort pas, une lourdeur qui persiste même après 10 heures de nuit, même après un week-end à la campagne, même après avoir coché toutes les cases de ce que l'on appelle prendre soin de soi. Ce n'est pas simplement une fatigue musculaire, ni même un épuisement purement intellectuel. C'est quelque chose de plus diffus, de plus souterrain. C'est une fatigue de l'âme, une fatigue d'exister. Vous la connaissez. C'est celle qui vous saisit le dimanche soir, non pas parce que vous détestez votre travail, mais parce que l'idée de reprendre le rythme, de performer à nouveau, vous semble demander une énergie que vous n'avez plus. C'est celle qui vous prend lorsque vous regardez votre téléphone, submergé par la quantité de vie, d'opinions et d'informations qui défilent sous votre pouce, vous demandant chacune une micro-réaction, un micro-jugement. Nous vivons une époque étrange. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant d'outils pour nous faciliter la vie. La technologie devait nous libérer de temps, la médecine devait nous libérer de la douleur, l'abondance matérielle devait nous libérer du manque. Et pourtant, si l'on regarde honnêtement autour de nous, et surtout à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas libérés, nous sommes essoufflés. On nous répète que si nous sommes fatigués, c'est de notre faute, que nous ne gérons pas bien notre sommeil, que nous ne mangeons pas assez de super aliments, que nous ne sommes pas assez organisés ou que nous n'avons pas encore trouvé notre ikigai. On nous vend la solution à la fatigue comme une nouvelle tâche à accomplir. Il faut méditer, il faut courir, il faut faire du journaling, il faut optimiser. Mais si le diagnostic était faux depuis le départ, si cette fatigue n'était pas un manque d'énergie, mais une réaction saine, presque immunitaire, de votre être profond face à une manière de vivre qui est devenue inhumaine. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner 5 astuces pour être plus productif. Nous n'allons pas vous promettre qu'en changeant votre routine matinale, vous deviendrez millionnaire ou éveillé. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus nécessaire. Nous allons nous arrêter. Nous allons observer, avec une honnêteté radicale, pourquoi nous courons, après quoi nous courons, et pourquoi, au fond, nous avons le droit d'être fatigués. Ceci n'est pas une leçon, c'est un rappel. Chapitre 1. La société de la performance. Regardons la structure de notre monde. Pendant des siècles, la société fonctionnait sur la discipline. Il y avait ce qui était permis et ce qui était interdit. L'autorité venait de l'extérieur. Le roi, le prêtre, le patron, le père. La souffrance venait de l'obéissance. On courbait l'échine sous la contrainte. Mais ce monde a disparu. Au cours des dernières décennies, nous sommes glissés, sans nous en rendre compte, vers un nouveau paradigme. Le philosophe Byung-Chul Han l'a brillamment identifié, nous sommes passés d'une société de discipline à une société de la performance. Le « tu dois » a été remplacé par le « tu peux ». En apparence, c'est une libération extraordinaire. Plus personne ne vous dit quoi faire. Vous êtes libre. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez lancer votre entreprise, devenir artiste, voyager, changer de corps, changer d'identité. Le slogan de notre époque, c'est « Just do it ». Tout est possible. Mais cette liberté a un prix caché, un coût psychique exorbitant. Car si tout est possible, alors ne pas réussir devient entièrement de votre faute. Dans l'ancien monde, si vous étiez malheureux, vous pouviez blâmer le système, le tyran ou la classe sociale. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureux, riche, en forme et épanoui, la seule personne à blâmer, c'est vous. L'autorité ne vient plus de l'extérieur, elle a migré à l'intérieur. Nous sommes devenus nos propres tyrans. Nous nous exploitons nous-mêmes et nous croyons que c'est cela la réalisation de soi. Le patron qui nous surveille avec un fouet n'est plus dans le bureau, il est dans notre tête. Il regarde nos résultats, notre compte en banque, notre nombre d'abonnés, notre tour de taille. Il ne dort jamais. C'est là la source première de notre épuisement moderne. C'est la pression constante d'être une version optimisée de soi-même. On ne se contente plus de vivre, on doit réussir sa vie. Chaque instant doit être utile. Le repos lui-même est devenu un outil de productivité. On dort pour être plus efficace demain. On ne se promène plus, on fait ses pas. On ne lit plus pour le plaisir, on lit pour apprendre quelque chose qui nous rendra plus compétitifs.
Cette instrumentalisation totale de l'existence vide la vie de sa saveur. Nous sommes comme des hamsters dans une roue, persuadés que si nous courons assez vite, nous arriverons à quelque part. Mais la roue est conçue pour ne jamais s'arrêter. Cette course effrénée vers un soi idéal crée une dette permanente. Nous nous sentons toujours en retard, toujours insuffisants. Et cette insuffisance chronique, c'est ce que nous appelons la fatigue. Chapitre 2. La tyrannie de la visibilité. À cette pression de la performance s'ajoute une autre couche, typique de notre décennie, l'obligation de visibilité. Il ne suffit plus de faire, il faut être vu en train de faire. Auparavant, la vie privée était un refuge. Une fois la porte de la maison fermée, le regard du monde s'arrêtait. On pouvait être médiocre, on pouvait être laid, on pouvait être triste, sans vie témoin. Ce sanctuaire a été brisé. Avec les écrans que nous tenons dans nos mains, nous avons invité la place publique dans notre chambre de coucher. Nous sommes entrés dans l'ère de la comparaison permanente. Le cerveau humain n'a pas évolué pour se comparer à des milliers de personnes chaque jour. Il a évolué pour se comparer aux 30 personnes de sa tribu. Aujourd'hui, dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes confronté aux meilleurs moments de la vie des autres. Vous voyez la réussite financière de l'un, le couple parfait de l'autre, les vacances idylliques du troisième. Bien sûr, rationnellement, vous savez que c'est une mise en scène. Vous savez que les filtres existent, que les gens ne postent que leur victoire. Mais émotionnellement, votre système limbique ne fait pas la différence. Il enregistre un signal simple. Les autres avancent et toi, tu stagnes. Les autres sont heureux et toi, tu es là, fatigué. Cette comparaison crée une érosion de l'estime de soi. Elle nous force à porter un masque en permanence. Nous devons curer notre image, devenir les gestionnaires de notre propre marque personnelle. Même pour ceux qui ne sont pas des créateurs de contenu, la pression sociale implicite est de montrer que tout va bien. Or, maintenir une façade demande une énergie colossale. Jung disait que la persona, le masque social, est nécessaire pour interagir en société, mais que s'identifier totalement à elle est un danger mortel. Nous sommes en train de mourir de cette identification. Nous avons peur que si nous laissons tomber le masque, si nous montrons notre vulnérabilité, notre lenteur, nos doutes, nous serons exclus de la tribu. Alors nous sourions, nous postons, nous likons, et à l'intérieur, le vide se creuse. La solitude paradoxale de notre époque vient de là. Nous sommes hyper connectés, mais nous nous sommes jamais rencontrés. On rencontre notre image, pas notre réalité. Et rien n'est plus épuisant que de jouer un rôle, surtout quand ce rôle, c'est moi-même en mieux. Chapitre 3. L'accélération du temps. Parlons du temps. Avez-vous remarqué à quel point les années semblent passer plus vite, à quel point une journée semble s'évaporer avant même d'avoir commencé? Le sociologue Hartmut Rosa parle d'accélération sociale. Tout va plus vite. Les transports, les communications, les changements technologiques. Logiquement, si tout va plus vite, nous devrions avoir plus de temps libre. Si j'envoie un email en 2 secondes, en lieu d'écrire une lettre qui prend 1 heure, j'ai gagné 59 minutes et 58 secondes. Où est passé ce temps? Il a été englouti par la multiplication des tâches. Parce que c'est rapide, on en fait plus. On n'attend plus une réponse pendant 1 semaine, on en attend 10 dans l'heure. L'accélération technique n'a pas libéré de temps. Elle a densifié le temps. Elle a supprimé les temps morts. Ces temps morts, ces moments d'attente, d'ennui, de trajet sans rien faire, étaient pourtant essentiels. C'étaient les moments où l'âme pouvait rattraper le corps. C'étaient les moments de digestion mentale. Aujourd'hui, dès qu'il y a un vide de 3 secondes, dans un ascenseur, à une caisse de supermarché, nous sortons notre écran pour combler le vide. Nous gaffons notre cerveau d'informations pour ne pas affronter le silence. Cette absence de silence empêche la résonance. La résonance, c'est le moment où l'on se sent en lien avec le monde. Quand on regarde un paysage et qu'il nous touche. Quand on écoute une musique et qu'elle nous transporte. Pour que la résonance advienne, il faut de la disponibilité. Il faut une certaine lenteur. En voulant tout entrer dans nos agendas, en optimisant chaque minute, nous avons rendu le monde muet. Nous traversons nos vies comme des touristes pressés, cochant des monuments sans jamais ressentir l'histoire des lieux. Nous accumulons des expériences, mais nous ne les vivons pas. C'est une boulimie expérientielle qui laisse l'âme affamée.
On peut avoir visité 10 pays, vu 100 films, lu 1000 articles et se sentir vide, parce que l'accumulation n'est pas la profondeur. La profondeur demande du temps, de la patience et surtout l'acceptation de ne rien faire d'autre que d'être là. Chapitre 4. La perte du concret. Il y a une autre raison à notre fatigue, plus subtile, liée à la nature même de nos activités. Pour beaucoup d'entre nous, le travail est devenu abstrait. Nous manipulons des symboles, des données, des fichiers, des réunions. Nous passons nos journées à traiter de l'information sur des écrans lumineux. À la fin de la journée, nous sommes épuisés, mais nous n'avons rien fait de tangible. Le menuisier, le boulanger, le jardinier connaissent une fatigue physique, certes, mais ils ont aussi la satisfaction immédiate du résultat. La chaise est construite, le pain est cuit, le jardin est propre. Il y a une clôture cognitive. La tâche est finie. Dans l'économie de la connaissance, la tâche n'est jamais finie. Les emails continuent d'arriver. Les projets s'étirent sur des mois. Les résultats sont souvent invisibles ou noyés dans des processus collectifs flous. Matthew Crawford, dans son éloge du travail manuel, explique bien comment cette abstraction nous prive du sentiment d'agence, c'est-à-dire du sentiment d'avoir une prise réelle sur le monde. Cette déconnexion du réel crée une anxiété de fond. Nous flottons dans un monde de signes déracinés de la matière. Notre corps, lui, est immobile, assis sur une chaise pendant 8 heures, tandis que notre esprit voyage à la vitesse de la fibre optique. Ce décalage entre l'immobilité du corps et l'hyperactivité de l'esprit crée une tension nerveuse terrible. Nous sommes devenus des têtes sur des bâtons. Oublions que notre intelligence est incarnée. Nous avons besoin de toucher, de sentir, de construire, de voir les conséquences physiques de nos actions. Quand nous perdons ce lien avec la matière, nous perdons une forme de validation primitive et essentielle. Nous ne savons plus si nous sommes utiles. Et le doute, c'est épuisant. Chapitre 5. Le mythe du développement personnel. Il faut ici aborder un sujet délicat, car il touche à l'essence même de ce que beaucoup cherchent sur cette plateforme, le développement personnel. L'industrie du développement personnel part d'une intention louable, nous aider à aller mieux. Mais elle a été cannibalisée par la logique du marché et de la performance. Elle nous vend l'idée que nous sommes des problèmes à résoudre. Devenez la meilleure version de vous-même. Cette phrase répétée ad nauseam est d'une violence inouïe. Elle sous-entend que votre version actuelle n'est pas suffisante. Elle installe une guerre civile en vous. Il y a le vous actuel, paresseux, imparfait, fatigué, et le vous futur, discipliné, riche, éveillé. Le but de votre vie devient de tuer le premier pour faire naître le second. C'est une course sans ligne d'arrivée, car dès que vous atteignez un objectif, le standard se déplace. Vous avez perdu 5 kilos, il faut maintenant prendre du muscle. Vous avez lu 10 livres, il faut en lire 50. Vous avez appris à méditer 10 minutes, les vrais moines méditent 1 heure. Le développement personnel moderne est souvent une forme sophistiquée de masochisme. Il transforme la vie en une série de to-do list. Même la spiritualité n'est pas épargnée. On parle de hacker son cerveau, de productivité spirituelle, de retour sur investissement de la méditation. On applique les termes de l'entreprise à l'âme. Mais l'âme ne s'optimise pas, elle ne se hack pas. La sagesse n'est pas une compétence qu'on apprend comme on apprend Excel. Les grandes traditions philosophiques et spirituelles, du stoïcisme au bouddhisme en passant par le christianisme mystique, ne parlent pas d'addition, mais de soustraction. Elles ne parlent pas de devenir plus, mais de devenir moins, moins encombré, moins attaché, moins illusionné. L'obsession de l'amélioration de soi nous empêche d'accéder à la seule chose qui puisse réellement nous apaiser, l'acceptation de soi. Non pas une acceptation résignée, molle, mais une reconnaissance lucide de notre humanité avec ses failles, ses limites et sa fatigue. Chapitre 6. La vertu de l'inutilité. Alors, que faire?
Si courir nous épuise, si chercher à s'améliorer nous brise, quelle est l'alternative? Faut-il tout abandonner et vivre dans une grotte? Non. La réponse est plus subtile. Elle réside dans un changement de regard. Il s'agit de redécouvrir la valeur de l'inutile. Le philosophe chinois Chuangzi racontait l'histoire d'un arbre tordu, noueux, dont le bois était si mauvais qu'aucun charpentier ne voulait le couper pour en faire des meubles. Grâce à son inutilité, l'arbre a pu vivre longtemps, grandir et offrir son ombre aux voyageurs. Parce qu'il n'était pas un matériau, il a pu être pleinement un arbre. Nous avons besoin de zones d'inutilité dans nos vies, des moments qui ne servent à rien, des activités qui n'ont aucun but autre qu'elles-mêmes. Marcher sans compter ses pas, dessiner sans vouloir faire une œuvre d'art, regarder la pluie tomber, discuter avec un ami sans chercher à réseauter ou à obtenir des conseils. C'est dans l'inutile que réside l'humain. L'amour est inutile au sens économique du terme. La beauté est inutile. Le jeu est inutile. Et pourtant, ce sont ces choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Réintroduire de la gratuité dans nos existences est un acte de résistance. C'est dire au monde « je ne suis pas une ressource, je ne suis pas un capital humain, je suis un vivant ». Cela demande du courage de décevoir, du courage de dire non à une opportunité pour dire oui à une sieste. Du courage d'être considéré comme pas assez ambitieux par ceux qui sont encore dans la course. Mais ce courage est la clé de la vitalité. Chapitre 7. Revenir au corps. Pour sortir de la fatigue mentale, il faut redescendre dans le corps. Non pas le corps-image que l'on sculpte à la salle de sport pour le montrer, mais le corps-sensation. Le corps vit toujours au présent. Il ne s'inquiète pas de demain, il ne regrette pas hier. Il respire maintenant. Il a faim maintenant. Il sent le froid ou le chaud maintenant. La fatigue dont nous parlons est souvent une fatigue de la tête. Le mental tourne à vide, en surchauffe. Le corps, lui, est souvent sous-utilisé. Se reconnecter à des sensations simples est un puissant antidote à l'angoisse existentielle. La philosophie phénoménologique nous invite à revenir aux choses mêmes, à toucher la texture d'une table, à sentir l'odeur du café, à écouter le bruit du vent sans mettre de mots dessus, sans les analyser. Juste l'expérience brute. Quand vous êtes perdu dans vos pensées anxieuses, le simple fait de laver la vaisselle en étant pleinement attentif à la température de l'eau et au glissement du savon peut être une ancre. Ce n'est pas de la pleine conscience vendue comme un produit anti-stress, c'est un retour à la réalité physique. La réalité est souvent beaucoup plus calme que nos pensées à son sujet. La nature est ici notre plus grand allié. Pas la nature décor que l'on photographie, mais la nature système. Observer un arbre, une rivière ou même un chat, c'est observer quelque chose qui est, sans effort. Le chat ne se demande pas s'il est un bon chat. L'arbre ne stresse pas parce qu'il ne pousse pas assez vite. Ils sont accordés à leur propre rythme. Nous avons, nous aussi, un rythme naturel, une saisonnalité. Nous ne sommes pas des machines conçues pour produire de manière linéaire 365 jours par an. Nous avons des hivers intérieurs, des moments de jachère nécessaires. Accepter cette biologie, c'est arrêter de nager à contre-courant. Chapitre 8. Le courage de l'ordinaire. Nous arrivons au cœur du problème, la peur d'être ordinaire. On nous a vendu l'idée que pour avoir une vie réussie, il fallait être exceptionnel. Il fallait laisser une trace, impacter des millions de vies, changer le monde. C'est un fardeau terriblement lourd pour des épaules humaines. La vérité, c'est que 99,9% d'entre nous auront des vies ordinaires. Et ce n'est pas un échec, c'est la normalité statistique et c'est aussi une bénédiction si on sait la regarder. Il y a une beauté profonde dans l'ordinaire. Préparer un repas pour ceux qu'on aime, faire son travail consciencieusement, même si c'est un travail modeste, être un bon ami, élever un enfant, entretenir un jardin. Ces actions, qui ne feront jamais la une des journaux, sont le tissu même de la réalité. Elles sont ce qui tient le monde ensemble. La quête de l'extraordinaire nous rend aveugles à la richesse de l'ordinaire. Nous cherchons des feux d'artifice et nous manquons le lever du soleil. Nous cherchons l'extase et nous manquons la joie tranquille. Se réconcilier avec l'ordinaire, c'est déposer les armes. C'est arrêter de vouloir être le héros du film. C'est accepter d'être, tout simplement. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de vos accomplissements, de votre salaire ou de votre popularité.
Votre valeur est intrinsèque. Vous avez le droit d'exister même si vous ne servez à rien d'autre qu'à exister. Chapitre 9. Vers une écologie de l'attention. Alors, comment vivre cela concrètement en 2026 ? Il ne s'agit pas de rejeter la modernité en bloc, mais de développer ce que l'on pourrait appeler une écologie de l'attention. L'attention est notre ressource la plus précieuse, c'est l'énergie de notre âme. Ce à quoi vous accordez de l'attention grandit. Si vous donnez votre attention à la peur grandit. Si vous la donnez au manque, le manque grandit. Protéger son attention, c'est choisir ses combats. C'est accepter de ne pas tout savoir. C'est le droit à la déconnexion, non pas comme une détox temporaire, mais comme une hygiène de vie. C'est aussi réapprendre la patience. La patience n'est pas l'attente passive, c'est une posture active de confiance. C'est laisser le temps au temps. C'est accepter que les processus de guérison, de compréhension ou de création prennent du temps. Imaginez une vie où vous faites moins, mais mieux. Où vous parlez moins, mais dites des choses plus vraies. Où vous consommez moins, mais goûtez davantage. C'est une vie de sobriété heureuse, non pas par privation, mais par choix de l'essentiel. Conclusion. La permission de s'arrêter. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est peut-être que vous attendiez quelque chose, peut-être une solution, une méthode. Mais vous l'avez compris, il n'y a pas de méthode pour être soi. Ce message est simplement une permission. Vous avez la permission d'être fatigué. Vous avez la permission de ne pas être au top. Vous avez la permission de ne pas avoir de grands projets pour l'instant. Vous avez la permission de ne pas savoir où vous allez. La fatigue que vous ressentez est peut-être le signe que vous êtes en train de muer, que l'ancienne peau est devenue trop étroite et qu'il est temps de la laisser tomber. Ce n'est pas une fin, c'est une transition. Ne cherchez pas à réparer votre fatigue en ajoutant plus d'activité. Écoutez-la. Elle vous demande de ralentir, elle vous demande de revenir à la maison, à l'intérieur, là où c'est calme. Le monde continuera de tourner avec son bruit et sa fureur, mais vous n'êtes pas obligé de tourner à la même vitesse que lui. Vous pouvez être le point fixe au centre de la roue. Prenez soin de votre silence, c'est là que tout commence. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Laissez un commentaire pour nous dire si ça vous parle.